la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles et le système de l'économie du bois est le thème des travaux de la conférence des ministres de la CEAC qui s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la RDC, abritera du 3 au 7 novembre la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC organise des journées pédagogiques à Kinshasa pour réfléchir autour de la publicité des boissons alcoolisées. Antenne A, le journal. Dieu merci, Nzob Mabiala. Bon début de semaine à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui avait prévu d'ouvrir ce lundi 27 octobre le sommet du réseau du savoir électoral en Afrique centrale, l'a reporté à une date ultérieure. Le réseau du savoir électoral en Afrique centrale, RESEAC, à Kinshasa, va aborder à la date et heure qui sera précisée 3 points. Il s'agira d'abord de la réunion du comité exécutif du réseau du savoir électoral en Afrique centrale, le séminaire du RESEAC axé sur l'échange d'expériences des pays membres et enfin l'Assemblée générale du RESEAC. Ce réseau, voulais-je dire, regroupe 9 pays parmi lesquels la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Congo Brazzaville, la République centrafricaine, la République de Sao Tomé et Principe, la République du Tchad, le Cameroun et la Guinée équatoriale. La présidence en exercice du RESEAC est assurée par le Gabon, tandis que le secrétariat général du réseau est actuellement pris en charge par le Congo démocratique. Nous vous le disions au titre que les travaux de la conférence des ministres de la CEAC sur le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale se sont ouverts ce lundi 27 octobre 2014 au Grand Hôtel Kinshasa. Objectif de la rencontre, la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles et le système de l'économie du bois. Patricia Molengombolekounye, Pepito Matondo. Diplomatie, intégration, gouvernance et nouvelle économie du bois, c'est autour de ce thème que les ministres de la CEAC vont discuter au cours de cette conférence sur le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie et de ressources naturelles, économie du bois. Le thème de vos travaux revêt une importance stratégique pour l'émergence des économies de nos États. Elle constitue un des maillons de la révolution de la modernité, vision chère au président de la République démocratique du Congo et fait l'objet de la réflexion dans les cadres de stratégie de l'émergence de notre pays à l'horizon 2025. Ces travaux donnent l'opportunité aux participants à prendre des décisions pour le changement dans le développement de l'économie verte. Les attentes de la RDC, comme celle de la sous-région Afrique, c'est que nous soyons en mesure de disposer de ces bras financiers que nous allons tous capitaliser et que nous soyons en mesure de financer toutes ces politiques sectorielles pour aller vers la construction de cette économie verte, aller vers les mesures d'adaptation et d'atténuation contre le changement climatique. Au total, 10 ministres de la CEAC en charge des forêts et ressources naturelles, de petites et moyennes entreprises, des affaires étrangères et de la coopération, ainsi que ceux de l'économie et des finances prennent part à ces travaux. Sachez en même temps que le président de la République, Joseph Kabila, séjourne depuis le week-end, à savoir le 25 octobre à Kisangani dans la province orientale. Ce lundi 27 octobre, le président de la République a eu à mener plusieurs activités, au nombre desquelles les hommages rendus au général Barouma. Suivait Alphonsine Dim, notre correspondante, joint au téléphone par Lucie Mamba. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange poursuit son séjour à Kisangani. Après avoir inauguré le samedi dernier le pont Chopodé, ce lundi 27 octobre, le président de la République a effectué le visite dans quelques sites et chantiers de la ville de Kisangani en pleine réhabilitation. D'abord, premier chantier, aux cliniques universitaires de Kisangani, où les travaux sont à pied d'œuvre. Le chantier Congo Palace, en passant par la mairie de la ville de Kisangani, également en pleine réhabilitation. L'usine de matériel de construction de maisons préfabriquées au PK9, la compagnie forestière de transformation, l'école Lieutenant Baouma ex-combat au 5 km 10,
où le président est allé s'incliner à la du paix général Baouma, mais aussi cette école de l'État, l'école de l'excellence de Kisangani. Toutes ces étapes ont constitué également parmi l'itinéraire de visite du président prévu dans son agenda de ce lundi 27 octobre. Il s'est de signaler par ailleurs que le Congo Palace à la mosquée centrale de Kisangani, d'une distance de près de 3 km, Joseph Kabila Kabange l'a effectué à pied sous les applaudissements du public. Ce dernier était accompagné du gouverneur de province, Jabamani Saïdi, le conseiller chargé de l'infrastructure du chef de l'État et d'autres personnalités tant politico que militaires. Et c'était une journée donc trop chargée pour le président de la République démocratique du Congo qui a commencé sa tournée dans l'avant-midi pour la terminer vers 14h30 de l'après-midi. Depuis la ville de Kisangani, Alphonse Dimbe de la radio-télévision Canal Orient pour l'antenne A. Et sauf imprévu, l'agenda du président de la République prévoit une descente pour ce mardi 28 octobre à Béni. Du 3 au 7 novembre prochain, la ville de Kinshasa va accueillir la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des mines, des maires francophones, AIMF. 3 thèmes feront l'objet des débats. Il s'agit de la ville et migration internationale, dialogue autorité locale, ville et lutte contre le changement climatique. L'annonce de ces assises a été faite ce lundi 27 octobre par le gouverneur de la ville, André Kimbutayango. Autre détail avec Sylvie Fortunemboula, Willy Kacha et Pepito Matondo. Plus de 50 pays et une centaine de maires de pays francophones vont séjourner à Kinshasa à l'occasion de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones prévue du 3 au 7 novembre prochain à Kinshasa. Le président de la commission permanente chargée du dialogue interculturel et paix de l'AIMF l'a annoncé au cours d'un point de presse qu'il a animé à l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 27 octobre. Après avoir accueilli en 2012 le 14e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et avoir été de ce fait consacré 2 ans durant, capitale de la francophonie, la ville de Kinshasa est une fois de plus honorée d'accueillir les travaux d'une grande rencontre francophone que la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones, AIMF en sigle. J'en suis convaincu que ce rendez-vous qui s'annonce sous les beaux auspices connaîtra, à l'instar du 14e sommet des chefs de l'État, un franc succès. La réflexion devra proposer des pistes pour une promotion efficace et bénéfique de la coopération décentralisée en vue d'asseoir le développement durable des entités décentralisées. Mon vœu le plus cher est que la réussite de cet événement soit totale, autant au plan scientifique, par la qualité des interventions et la compétence des intervenants, que sur le plan matériel et organisationnel. Depuis l'adhésion de la ville de Kinshasa en 1979, l'Association internationale de maires francophones, sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, est intervenue en République démocratique du Congo dans plusieurs domaines de construction en équipement du centre hospitalier d'État de Ngirigiri ainsi que de la maison du savoir de Kinshasa. Vous avez reconnu la voix de Patricia Molengo Mbolekuni. Protection de la jeunesse face à la publicité des boissons alcoolisées, c'est le thème retenu à l'occasion des journées pédagogiques organisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC à Africana Palace. L'objectif de ces journées consiste à attirer l'attention des médias sur la diffusion des publicités des boissons alcoolisées et sur la nécessité de veiller à la protection des jeunes consommateurs. Sylvie Fortunemboula et Douzen Belebele pour le reportage.
Contrôler le contenu de messages publicitaires diffusés par le média est l'une des missions assignées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À cet effet, le CESAC a réuni les professionnels de médias, les artistes et autres sur la protection de jeunes face à la publicité de boissons alcoolisées. L'instance des régulations, par le biais de son président, pense que la quantité et les fréquences des messages publicitaires incitent le jeune à la consommation de l'alcool et donc à prendre de risques. En effet, si les jeunes connaissent mieux les différentes marques de bière, ils ignorent les dangers potentiels de l'alcool pour la santé. Les jeunes boivent pour faire comme les autres, faire la fête et bien rigoler, se changer les idées, se détendre, être moins timide. Et l'astuce des annonceurs est justement d'utiliser des personnages en vogue auprès des jeunes et suggérer que la consommation de l'alcool mène à la réussite sociale ou sexuelle ou augmente les performances sportives. Les dérapages sont donc nombreux et variés. Le CESAC estime qu'il est temps de réagir. Le jeune consommateur doit être protégé. La publicité ne doit pas légitimer des comportements qui seraient contraires au principe de citoyenneté. Quoi qu'il en soit, la publicité a des vertus, elle incite à mieux faire à cause de la concurrence, a souligné le professeur Jean-Chrétien Ekambo au conseiller du CESAC. Ces journées pédagogiques vont se clôturer ce mardi 28 octobre. Parlons droit dans ce journal. Il ne suffit pas simplement de maîtriser le droit international humanitaire, encore faut-il le mettre en pratique au profit des victimes. C'est sur cette note que le comité international de la Croix-Rouge a lancé lundi la 3e phase de la finale du concours national des universités au sujet du droit international humanitaire au carré français dans la commune de la Gombe. Eric Izami et Toussaint Belébélé. Le comité international de la Croix-Rouge est actif dans 6 provinces, parmi les 11 que compte le Congo-Kinshasa. Pour faire la promotion du droit international humanitaire, ce mouvement international en est à sa 3e édition qui passe déjà à sa phase finale pour les étudiants des 6 universités retenues ayant la faculté de droit. Le comité international de la Croix-Rouge milite pour le partage du contenu de prescrit des droits internationaux humanitaires, mais surtout son application dans la vie de tous les jours. Au-delà de la maîtrise des textes et des règles, vous devez démontrer d'avoir compris de l'esprit de ces règles, de la différence qu'elles peuvent faire dans la vie des victimes, de ce qu'elles signifient pour les parties au conflit et de notre rôle à tous pour assurer leur application. La notion moderne de droit international humanitaire n'est certes pas simplement la codification d'anciennes règles coutumières. Le DIH est une force dynamique qui suit de près l'évolution de l'histoire et des conflits qui l'ont marqué. Le représentant du ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire précise que la sélection a été méritoire. Il y a lieu de préciser que cette phase finale a commencé par la présélection dans toutes les provinces, des équipes devant s'affronter lors de la phase finale. À l'issue de celle-ci, 6 universités ont été sélectionnées. Il s'agit de l'université de Kinshasa, l'université de Kolwezi, l'université de Luele, l'université de la Semuliki, l'université de Mujima et l'université catholique de Bukavu. La finale de ce concours va désigner la nouvelle équipe championne au niveau national qui va représenter la République démocratique du Congo au concours régional programmé pour 2015 à Niamey, au Niger, avec naturellement le soutien du CICR. Tout à fait autre chose dans ce journal, Alarme rouge pour la planète Terre. C'est le thème de la conférence débat organisée le samedi 25 octobre dans la commune de Nguéringiri par les poètes dits de renouveau. Objectif de cette rencontre, éveiller la conscience humaine sur le danger qui guette son existence et la manière d'y remédier. Dans Momat, Willy Kacha. Le monde court à sa propre perte au vu des signes qui se produisent sur la terre, soutient cet homme, membre de l'association Poètes du Renouveau.
qui se posent. Chaque jour, il y a des crises économiques, des maladies. Ebola, c'est un exemple. Chaque jour, il y a différentes crises, différents problèmes. Chaque jour, il y a des choses qui nous dépassent. On sait qu'il n'y a pas longtemps, même au Congo, il y a eu des tueries. Il y a des maladies dont parfois on ne parle pas, comme l'arbare, la folie des neurones du cerveau, que certains grands scientifiques de la Terre connaissent. Et même des cieux, les dangers qui guettent les humains n'est plus qu'un secret de Polichinelle. Les astéroïdes qui menacent la Terre à plusieurs reprises et que la NASA, par exemple, situe qu'un peut tomber en 2029 sur la planète. Pour éviter les chaos et passer d'un monde vieillissant à un autre paradisiaque cette fois-ci, sans bien évidemment passer par une mort physique, une seule solution pour tout homme. Chaque individu terrestre doit faire un effort pour se comprendre, pour comprendre qui il est réellement, et doit faire un effort pour mettre en pratique la règle d'or. Ne fais pas l'autre ce qu'on ne voulait pas que tu fasses. Cela est vrai dans toutes les religions. L'orateur soutient que ces enseignements s'appuient sur les révélations du prophète Simon Kimbangu. Et en sport, la 18e édition de la Ligue des champions de la CAF, la finale allée, s'est déroulée hier dimanche au stade Tata Raphaël. L'association sportive V-Club de la RD Congo a fait jeu égal avec la formation de l'entente sportive de Sétif d'Algérie. Nous vous proposons de suivre un extrait de ce match choisi par Ndaï Ilambouchi. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné cette finale allée de la Ligue des champions de la CAF. En effet, le match a démarré aux allures d'une finale digne de ses noms, sous le regard très attentif des autorités politiques congolaises et les amoureux du ballon rond qui ont pris d'assaut le stade Tata Raphaël plein comme un œuf. La fête a été totale du côté des supporters avec une mobilisation au zénith. Voici comment les réalisations ont été marquées. À la 16e minute, c'est l'entente Sétif qui ouvre le score par un corner tiré de la droite et dévié par un joueur algérien. La balle rebondit sur le torse de Moubiala et finit sa course dans la cage de Nelson Lukong. Les Banambongo réagissent, se jettent vraiment dans la bataille. Ces efforts sont payés par l'obtention d'un penalty au temps additionnel qui sera transformé et marqué par Chikito Lema Mabidi. 1 but partout, le score à la mi-temps. Eh oui, Lema qui marque à la 46e minute de jeu. Le stade Tata Raphaël vibre. À la reprise, V-Club devient plus inspiré et contrôle mieux le ballon. Mais seulement, ils sont trahis par la vitesse et la précipitation. Les Algériens vont lancer une contre-attaque menée par Zaya à la suite d'un ballon perdu par Guilou Sadissou, un milieu de terrain. Janit évite la sortie du portier congolais d'un mouvement de corps et double le score. Le stade Tata Raphaël prend le coup. Pendant ce temps, les Mamabidi puisent dans ses efforts personnels et soulève les Mbayaka avec cette égalisation d'une splendide frappe de 30 mètres à la 67e minute. Plus rien ne sera marqué jusqu'au dernier coup de sifflet. Il faut dire que les 2 finalistes avaient des statistiques favorables qui leur permettaient d'espérer faire un bon match. Dos au mur, les dauphins noirs de la République démocratique du Congo doivent réaliser l'exploit s'ils veulent soulever les trophées au match retour de la Ligue des champions prévu ce samedi 1er novembre 2014 au stade Moustapha Tchaker à Blida, à près de 50 km d'Alger. Et après cette finale entre l'ASV Club face à l'entente sportive de Sétif, les 2 entraîneurs ont tenu chacun une conférence de presse dans le but de tirer les leçons de cette rencontre et voir dans quelle mesure rectifier les tirs pour la prochaine rencontre. Propos recueillis par Ndaï Ilambouchi et Mathieu Ngadipovi. Tous les compartiments, parce que cette équipe algérienne, elle est très ça, c'est le but. C'est le but. Très bonne équipe, très belle équipe, très bien organisée. C'est vrai, ils ont quelques éléments offensifs qui ont de la qualité. Qualité technique, de vitesse aussi, beaucoup de puissance des fois. Mais c'est vrai, maintenant le collectif, c'est vrai, des fois on n'a pas vu un bloc équipe de Vita Club qui fonctionnait bien, surtout en deuxième mi-temps. Mais ça reste quand même une bonne équipe puisqu'ils sont en finale. Et là, ils ont revenu à chaque 2 fois dans le score. Et ben, je pense que c'est une belle équipe qu'on respecte beaucoup. Il faut bien se préparer pour le match retour. Aujourd'hui, on ne les a pas vus. Donc on a des bons attaquants, on le sait. Mais dans les grands matchs, il faut les grands joueurs. Je crois qu'on a le meilleur buteur on avait le meilleur buteur de la compétition. C'était Moubele. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'a pas réussi son match. Ce sont des choses qui arrivent. Dommage que ça arrive au niveau de la finale.
On a des bons attaquants, c'est vrai, mais ils sont encore un peu immatures. Je leur ai juste dit qu'on a quand même réussi à ne pas perdre. Il reste encore une manche. On n'est pas encore tout à fait mort, donc comme on est des hommes, on ira en Algérie pour garder l'objectif qu'on s'était fixé avant ces 2 rencontres, c'est-à-dire gagner quand même. Je pense qu'on n'a pas joué le match comme on joue d'habitude. J'ai pas reconnu vraiment mon équipe. On a joué avec une équipe qui n'avait pas un vrai bloc comme on fait d'habitude. Notre bloc était disloqué, tant en longueur qu'en largeur. On a permis justement à cette équipe de s'engouffrer à qui mieux dans les espaces qu'on a laissés. À partir du moment où on n'a pas un bloc, on ne peut pas jouer ni défensivement ni offensivement, c'est difficile. Donc avec toutes ces lacunes, on a quand même le mérite de faire un match nul et je trouve que le résultat est assez flatteur. Oui, les mains. Oh, fantastique. Avant de nous quitter, la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patricia Mouli. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Massacre de Béni par le Zadef Nalou, écrit la référence plus, Mboussa Niamoussi s'en prend au FRDC. Originaire du territoire de Béni, il a mis en cause la version officielle de massacres survenus dans ces territoires et attribués par les autorités aux rebelles ougandais des Zadef Nalou. Julien Paloukou a expliqué qu'il est parfois difficile pour les forces armées de les arrêter. Et pour Richard Mouyège, le renseignant commence à être identifié. Il est heureux que les enquêteurs puissent avoir une tâche facile, renchérit les confrères. Nous allons rester toujours à l'Est pour nous attarder sur le journal Forum des As qui titre « Des députés saisissent Minaku du Kachisambo, ils dénoncent l'abstentéisme du gouverneur ». Dans ces colonnes, les élus du Sud Kivu accusent ainsi le numéro 1 de leur province d'avoir dépensé 50 000 $ américains pour chacune de ces 250 missions effectuées sans réel bénéfice pour la province. En politique toujours, Bochab et Njoli s'affrontent sur la Constitution. Ils ont été mis à l'épreuve par Wemba, signale la prospérité. Ce sont 2 professeurs de droit qui développent ces convictions. Un argumentaire anti ou pro-révision de la Constitution. Quand Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, soutient que la RDC a déjà connu 28 révisions constitutionnelles et que la 29e envisagée actuellement n'en sera pas de trop. Jacques Njoli, sénateur MLC, argue que la question de la quintessence de la Constitution, de sa fonctionnalité, ne pose pas problème. C'est plutôt la question de la conservation du pouvoir par des techniques indirectes et autres qui préoccupent les acteurs, conclut le confrère. Autre sujet, la conférence de ministres de la CESE s'est ouverte aujourd'hui, renseigne la prospérité. C'est sur fond de l'économie verte en Afrique centrale. Cette conférence des ministres de la CESE va du 27 au 30 octobre 2014. Elle devra confirmer le rôle de locomotive que doit jouer la RDC dans la lutte contre les changements climatiques. Un mot en santé pour finir. L'épidémie d'Ebola sur le point d'être vaincue en RDC. C'est la une des dépêches de Brazzaville. Les derniers cas confirmés au laboratoire remontent au 4 octobre 2014. Si aucun nouveau cas n'est détecté, le ministre de la Santé projette la fin de l'épidémie au 15 novembre 2014. C'en est fini pour ce soir. Au revoir. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver demain à 19h avec le même plaisir à 7h. Vous serez informés par Eric Izami. Entre-temps, restez branchés sur Antenne A, la chaîne des références pour la suite de nos programmes. Et bonsoir.